Bon, on va commencer. Conception de langage, communiquer avec la machine. Donc je commence toujours ce speech avec une petite anecdote, mais comme on est sur un quickie, je vais essayer d'être bref. Donc moi j'ai créé mon premier langage crypté en sixième, juste dans le but de pouvoir communiquer avec ma copine, qui était dans la même classe que moi, donc pouvoir lui envoyer des petits messages d'amour, comme à l'époque en fait on n'avait pas de téléphone portable pour pouvoir être scred. Ensuite, une quinzaine d'années plus tard, j'ai créé un second langage crypté que j'ai utilisé pour écrire un livre qui s'appelle The Invisible, l'histoire d'une civilisation nouvelle. Donc en fait, ce manuscrit il met en lumière l'évolution d'une civilisation. Il retrace la naissance de l'écriture, de l'art, de la culture, de la philosophie ainsi que de la technologie, et il puise ses inspirations du manuscrit de Voynich, de Cryptos, ça c'est une sculpture qui se trouve dans les jardins de la CIA, des civilisations anciennes comme la civilisation égyptienne, Göbekli Tepe, Maya et bien d'autres choses. Bonjour à tous, wesh la famille, Ok, donc moi je m'appelle William, sur Twitter vous pouvez me retrouver sous le blaze de Monsieur Badia. Je ne suis pas un programmeur, je suis juste curieux. Je m'intéresse beaucoup à la conception des langages, à la science des compilateurs et à l'OpenGL, et le reste peut me chaud. Sinon, sur le papier, le jour, je travaille chez Sphere en tant que software engineer coloration front-end. Et la nuit, je passe mon temps à vivre la vie d'artiste, donc Rockstar for Life, tout ça. Donc voilà pour les présentations. Bienvenue dans mon monde, donc soyez les bienvenus. Et à savoir que Sphere a un stand dans le hall, donc si vous avez envie de venir nous voir, on recrute. Donc n'hésitez pas à venir nous parler si vous voulez créer le Turfu de demain. Gros big up en fait au DevFest Lille, donc je tiens à remercier l'équipe, leurs gars, tout ça, franchement ça fait plaisir, c'est propre, on se croirait à la Silicon Valley. C'est le Turfu quoi en fait. Ok. Bon maintenant, pas le temps de niaiser, toutes les apartés sont faites, je peux poursuivre. La conception de langage, elle existe sous différentes formes. Entre moyens de communication pour les êtres humains, moyens d'expression dans le monde de l'art, définir une convention de langage est la clé pour créer un lien entre deux entités. Le cas qui nous intéresse, nous, c'est la communication avec la machine. Comment je communique avec la machine et dans quel but? C'est ce qu'on va essayer de voir. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est il y a plein de choses. Je reviens. Ce qu'on va essayer de définir ensemble, plutôt, c'est qu'est-ce qu'un compilateur? C'est la première chose avec laquelle on va commencer. Donc le compilateur, c'est un traducteur qui se base sur la forme et non le fond. Il est là pour aider à assembler un programme. Il va être capable d'aller chercher en fait les différents fichiers, les différentes bibliothèques nécessaires à la bonne exécution d'un programme. Le flux d'entrée du compilateur, c'est un flux de caractères, le plus souvent un langage de haut niveau. Et en sortie, on aura aussi une chaîne de caractères à destination du langage cible, le plus souvent un langage de bas niveau. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, un compilateur va effectuer un certain nombre de transformations. Et ces transformations de données vont se faire au travers d'un pipe composé de plusieurs modules, et on va essayer de schématiser tout ça ensemble. Donc, d'abord, ce pipe est souvent découpé en deux parties. La partie front-end et la partie back-end. Mais le plus souvent, en fait, il y a une partie middle-end qui est réalisée. La partie front-end, elle est consacrée à l'analyse du langage source et à la chaîne de caractères qui a été donnée par l'utilisateur. La partie middle-end, elle est destinée à l'optimisation. Et la partie back-end, elle est destinée à la génération de code vers l'assembleur ou un langage cible. À savoir que le compilateur seul, ça ne sert à rien. Il va donc falloir lui donner quelque chose à manger comme un langage. Mais du coup, on va se poser la question de ouais, mais comment je crée mon langage? Qu'est-ce que je fais? Ok, d'abord, en fait, on va devoir définir une grammaire. Et son rôle sera de définir les règles syntaxiques au compilateur. Cette grammaire formelle va suivre une notation précise. BNF pour Bacchus Norm et EBNF pour Extended Bacchus Norm. En fait, ces deux notations, elles vont aboutir à la même syntaxe. C'est juste deux manières de les écrire différentes. Mais on peut facilement voir que, à partir d'une grammaire, on peut plus facilement se rendre compte qu'une syntaxe fait sens ou pas. Donc là, on va arriver sur le projet. Je vais essayer de l'expliquer un peu avant la démo. Donc c'est un compilateur. Et il faut savoir qu'un compilateur peut s'écrire dans n'importe quel langage.
Pour ma part, moi j'ai choisi de m'orienter vers Rust. J'aime beaucoup ce langage et les différents concepts qu'il implémente. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu la conférence de Benjamin ce matin, c'est vraiment intéressant parce qu'il a pu mettre en lumière des concepts très précis que Rust utilise et moi je les avais pas compris au début. Ok. Donc j'ai nommé ce projet Quantum, le code source est sur GitHub, à l'adresse affichée. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent contribuer, n'hésitez pas, ramenez-vous, on s'amuse, on se fait plaisir, on est ensemble, c'est la famille. Ok, donc ça c'est un peu des bouts de code. Désolé, j'aurais peut-être dû changer, peut-être pas dû mettre un fond noir, mais c'est juste la syntaxe que j'ai définie. Donc là, c'est juste la déclaration d'une variable immutable, c'est l'équivalent d'une constante en Rust. Là ici, on a un exemple pour WebAssembly. Et puis là, en fait, je me suis dit que ce serait cool que, de la même manière que Rust, que les tests unitaires soient directement implémentés dans la librairie standard. Donc unit pour dire qu'on va faire des tests unitaires, on peut créer des mocks et on pourra du coup aussi définir nos tests. Du coup, les prochaines slides vont concerner vraiment le compilateur, mais pour un langage de programmation. Il y aura et pour ce faire, différents chemins sont possibles. Là, en fait, on a une carte. Donc, cette carte, en fait, elle vient du livre Crafting Interpreters, qui permet de visualiser les différents chemins possibles pour aller, en fait, en fait, ça dépend du chemin de où est-ce que vous voulez aller, mais généralement, en fait, on peut partir du source code, on va monter, donc on va tokeniser, on va parser, et là, ici, on va générer notre arbre. Si on a besoin de faire une analyse, on y va, mais sinon, on peut se dire, bon, ok, je descends, j'arrive ici et j'ai un langage de haut niveau. Je peux me dire que mon langage de niveau, j'ai envie de l'optimiser, donc je vais aller jusqu'ici, je fais mon optimisation, et là j'ai plusieurs possibilités. J'arrive ici, je descends, j'ai encore un langage de haut niveau, sinon j'ai du bytecode, et sinon j'ai du machine code. Bref, c'est tout le chemin à parcourir, et après, vous êtes bon. Donc moi, pour le moment, je vais me contenter juste d'un tokenizer, d'un parseur, d'un analyzer et de la codegen. Pour parler un peu du tokenizer, il est souvent appelé lexeur ou scanner. Son rôle est de segmenter les caractères qui se suivent pour opérer les tokens. De façon simple, le tokenizer, il va faire une analyse lexicale à partir d'une chaîne de caractères qu'il transformera en une suite de tokens. Dans mon cas, la structure d'un token, elle est simple. On a juste son type et son emplacement dans le code. Le parseur va quant à lui récupérer cette suite de tokens et effectuer une analyse syntaxique. En gros, c'est la transformation de tokens en un arbre syntaxique abstrait qu'on appelle souvent AST pour Abstract Syntax Tree. Donc le parseur, lui, en fait, il va analyser de façon formelle la syntaxe. Par exemple, si j'essaye de compiler A plus B, le parseur va faire une liaison pour connaître de quel A et B il s'agit, pour ensuite aller récupérer la définition qui correspond. S'il n'y a pas de définition de A ou de B, voire les deux, le parseur pourra lancer un message d'erreur pour dire qu'il n'y a pas de correspondance, pas de définition correspondante dans le programme. Et si tout se passe bien, il va générer un AST relié et typé. On arrive à l'analyzer, donc l'analyzer ou type checker, ça va correspondre en fait au contrôle de type à partir d'un AST relié et typé. Donc si je reprends mon exemple de A plus B, la sémantique sera valide que si A et B sont de même type. Si A et B ne sont pas de même type, alors l'analyzer pourra lancer une erreur et rejeter le programme. Et enfin la codegen, donc la codegen, c'est la génération de code, c'est une représentation intermédiaire. Pour convertir plutôt une représentation intermédiaire ou un AST, ça dépend, mais le plus souvent, il faut convertir une représentation intermédiaire. Là, j'ai un peu triché. Cela peut être du coup un langage ou du code machine. C'est ce qu'on veut faire. Donc, on veut convertir un AST, une représentation intermédiaire. On veut convertir une représentation intermédiaire vers un code machine ou vers un autre langage. Donc c'est la codegen qui va s'occuper de ça. Donc la codegen, en fait, elle va garder une trace des variables, des fonctions, d'énormément de choses, en fait. Des modules, je pense, des fonctions, des variables, et tout ce qui va être nécessaire à la bonne construction du programme. Donc cette trace, elle se fait par l'implémentation d'un scope. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que une fois que le scope, lui, il est mis en place, c'est lui qui va aller en fait, c'est pas vraiment du cache, mais c'est lui qui va stocker un peu tout ce qui se passe à ce niveau-là pour dire, bon, ok, là j'ai rencontré telle fonction, je le mets en mémoire, j'ai rencontré telle variable, je le mets dans le mémoire dans un scope et faire en sorte que les scopes aussi ne se mélangent pas entre eux en fonction de si vous avez des closures ou pas dans votre langage. Ok.
on va pouvoir voir qu'aussi il y a différents types de compilations possibles pour la CodeGen. Donc AOT pour Ahead of Time, qui va construire en fait un programme avant son exécution, et JIT pour Just in Time pour recompiler du code à chaud. Pour supporter en fait les deux types de compilation, moi j'ai utilisé CraneLift. Donc CraneLift, c'est un générateur de code de bas niveau écrit en Rust. Il va traduire une représentation intermédiaire en code machine, exécutable ou exécutable. C'est une excellente alternative en fait à LLVM pour ceux qui l'utilisent. Et en plus, il y a un Français qui travaille sur ce projet. Donc gros big up à Benjamin Bouvier pour le taf. T'es dans le turfu, ma gueule. Demo time. On va pouvoir s'amuser. Déjà, est-ce que je vais réussir à aller jusqu'à la démo? Donc on arrive là. Il faut juste que je me mette en mode miroir. Mon beau miroir là. Ok. Là vous êtes avec moi. Ok, super. Donc en fait, voilà. Vous voyez bien et tout. Ok, super. Donc là c'est un truc assez simple. Il y a une petite extension VS Code. Et le projet il se trouve ici. Donc j'ai les samples. Bon, il y a la partie pour les benchmarks et puis la partie pour les tests. J'ai découpé la partie des tokens. Donc ça, on s'en fout un peu. Mais là, voilà, c'est ce qui va un peu nous intéresser plus dans la partie AST. Donc voilà un peu des exemples juste de bouts de code. C'est pour pouvoir les tester, pouvoir voir en fait si le compilateur arrive à manger tout ça. Donc voilà, voilà dans l'idée. Après, au niveau du projet, on a la partie compiler. Et là, on va voir que j'ai découpé juste le front et le back. J'ai un parseur, j'ai un tokenizer, j'ai un analyzer. Et la partie back-end, la partie CraneLift va juste avoir l'AOT et DIT pour la CodeGen, c'est tout. Donc en fait, pour l'instant, j'ai dit que je prenais des raccourcis. Puis après, vous verrez que c'est beaucoup plus facile une fois que vous avez le squelette de là où vous voulez aller. Donc je vais aller de A vers B. Une fois que vous avez ce chemin qui est fait, rajouter des briques, c'est un peu plus facile. Donc, du coup, je mets côté du terminal. Donc, j'ai mon cargo qui est là. Donc j'ai deux possibilités, c'est soit que je peux lancer un environnement en fait donc un Ripple, le Ripple il se lance et puis du coup je peux pouvoir tester des trucs assez basiques, donc voilà les opérateurs, on peut faire des comparaisons aussi, des trucs assez simples, on peut aussi définir une variable, donc ça se fait de cette manière là, on peut lui donner un type et lui donner une valeur, ça va passer. On peut encore faire quoi? Il y a la possibilité de pouvoir hop, je vais lui faire là, si j'utilise le mot-clé mute, c'est juste pour dire que c'est une variable mutable, c'est tout. Donc là, je vais pouvoir... Ok. Ici, ça veut dire que donc le colonne égale, c'est l'inférence de type. Plus besoin de le préciser, ce sera du enfin non, du I64 pour l'instant. Donc voilà, je vais pouvoir aussi du coup maintenant créer une boucle, parce qu'il y a le support des boucles. Hop, tant que... je vais continuer, qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Je vais plutôt faire en sorte que je vais incrémenter de 1 cette valeur. Et puis à la fin, je vais printer la valeur de Z. Et si tout se passe bien, attention, l'effet démo. Ok, super. Donc en fait, là, ce qu'on voit, le 10244, c'est parce que le print en fait me sort cette valeur et pour l'instant, je ne l'ai pas encore enlevé, mais on voit bien que le 3 est affiché. Donc ça veut dire que ça fonctionne bien. On va pouvoir aussi, du coup, si on veut s'amuser encore, hop, je vais créer une autre variable, je vais lui donner... mais du coup, j'ai même pas cité Y, c'est pas bien. Allez, viens là, Y. Viens, mon copain. Hop, donc on peut créer une loupe infinie. Paf, mince. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que tant que Y, enfin, si Y est égal à 10, on va dire, voilà, on s'en fout. Je vais break. Et puis sinon, je vais incrémenter. Donc, c'est de regarder si tout se passe bien. On va appuyer. Oh, il y a un truc à foirer. Purée, effet démo. Et là, c'est que... Ah oui, merci beaucoup, putain les gars. Ça, c'est du pairing, hein. Ah les gars, ça fait plaisir. Ok, bon, en plus du coup, il va falloir que bon,
On va faire comme ça, c'est pas grave, je veux juste essayer de finir, après on reviendra dessus. Il y a un autre truc qui peut être sympa maintenant, c'est que bon, ok, c'est cool, on a un Ripple. Là, le Ripple, du coup, c'est pas un interpréteur, c'est vraiment, en fait, ça va parler directement à la machine. Là, c'est vraiment CraneLift qui nous permet de faire ça en Rust assez facilement, mettre en place un JIT et après d'utiliser le JIT pour avoir un environnement de test et voir si vos choses, si votre langage en fait fonctionne bien et a le bon comportement. Mais du coup, on va peut-être se dire, ouais, mais j'ai peut-être envie de générer un exécutable ou quelque chose comme ça, d'essayer d'aller un peu plus loin. Donc du coup, il y a une autre méthode. Donc là, j'ai un bout de code spécifique que je vais avoir envie de vous montrer. Il se trouve juste là, AST, je regarde bien si je l'ai. Donc voilà, c'est juste ce bout de code là qu'on va essayer de compiler, avoir un exécutable et voir ce que ça donne. Boum, donc cargo run, du coup il y a la méthode qui s'appelle compile, on va pouvoir aller jusqu'au fichier, et un petit while, donc voilà, on va lancer. Et là du coup qu'est-ce qu'on voit? On va voir qu'on a toutes les étapes, donc déjà au tout début c'est le le tokenizer qui a généré tous les jetons dont on avait besoin pour l'exécution du programme. Il balance le tout à l'AST, l'AST il vous gère son arbre propre. Une fois que l'arbre il est généré, et là, ici c'est l'analyzer qui va essayer de faire un check pour voir bah voilà, est-ce qu'il y a bien une fonction main ou des choses comme ça, est-ce que voilà, tout se passe bien, les bons types sont bien setés, etc., etc. Mais là je le fake un peu, pour l'instant ça c'est pas en place. Et juste après du coup il y a la représentation intermédiaire qui est générée par CraneLift. On voit bien qu'il a mis tout en place et à la fin j'ai mon code machine. Donc maintenant si je fais un GCC -o de test en lui disant que du coup à la racine, ça je ne vous ai pas montré, mais normalement si tout s'est bien passé, j'ai bien mon point O qui est là. Ok, c'est cool, donc je vais pouvoir le compiler pour un exécutable. Bim, tout s'est bien passé, pas d'erreur, on va regarder ce qui se passe. Ok, tac, je regarde ça, j'exécute, et puis du coup là pour l'instant, le seul moyen que j'ai c'est de pouvoir faire un écho, et normalement je devrais avoir 3. Donc voilà, simple, basique, simple. Donc du coup, il me reste 5 minutes. Je voudrais juste pouvoir montrer l'exemple de la loupe infinie, mais allez, let's go, on y va. On n'a pas peur. On n'a pas peur. Ok. Tac. Donc, if est égal à 10, je peux lui dire que tu break. Attendez. Ah oui, bien vu. Putain, là, c'est même du mob, hein. Là, on est dans un cas de mob programming. Tous ensemble, derrière une machine. C'est le turfu. Hop. Du coup, je suis là. Il va me manquer une autre. Ah, il faut que j'incrémente du coup la valeur de x par 1. Ok, super. Et il y a quelqu'un qui a dit n'oublie pas de print. Je n'oublie pas de print. Ok, on vérifie quand même, ça m'a l'air cool. Ok, super, nice. Yeah. Ça fonctionne, ok, merci beaucoup. Ben voilà, s'il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas. Je vais pouvoir, juste avant, je voudrais juste conclure sur cette partie. Donc, hop, petite conclusion et après on passe. Ah, mais du coup, il y a lui qui me fait faux bon. Ah, il faut sortir de l'effet miroir. Voilà, super. Faut que je gère cette histoire de transition là. Je trouve ça étrange. Ok. Donc en fait, pour conclure rapidement, moi je dirais que les concepts liés à la science des compilateurs sont multiples. Surtout qu'il y a des gens très intelligents qu'on appelle les informaticiens qui nous ont déjà donné toutes les billes. Donc nous, on a juste à suivre les modules à implémenter pour pouvoir créer notre propre compilateur. Donc ça, c'est déjà un super plus. Après, récemment, on a pu voir l'émergence de Svelte. Donc Svelte, c'est un framework web basé sur les principes de la compilation. Ces principes peuvent être utilisés pour tout un tas de trucs. Donc dès qu'une fois que vous avez compris les modules dont vous avez besoin, à vous d'être créatif et d'utiliser à bon escient. Donc moi, j'invite vraiment les curieux à s'intéresser à la compilation pour plusieurs raisons. L'aspect ludique, répondre à un besoin spécifique et comprendre ce qui se cache derrière le sucre syntaxique de votre langage préféré. Voilà, on a fait le tour. Moi, je vais poster les slides sur mon Twitter tout à l'heure.
Vous pourrez me retrouver, vous pourrez retrouver en fait ce lexique. J'ai mis pas mal de liens concernant ce sujet de façon globale, même quelques streamers sur Twitch que j'aime bien. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, merci à tous de m'avoir écouté et à très bientôt. Yo, 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 yo! Ah, je voulais voir si le truc il marchait encore. Mister Robot. Yo? Ah oui, question. Désolé. Bah, en fait, tu as plusieurs façons. C'est si tu suis en fait la notation EBNF. Oui. Ah, sur CraneLeaf, en fait, tout est fait à la main. En fait, là, en fait, je ne donne pas une grammaire à mon compilateur. Le tokenizer est écrit à la main, le parseur est écrit à la main, et tout est écrit à la main en fait. Mais normalement, tu pourrais, oui, avoir t'as des librairies comme Peg, tu leur donnes, c'est des parseurs LALR, non, LARL. Et eux, tu définis ta grammaire, ils mangent cette grammaire et ils vont te générer le parseur. Mais là, c'est vraiment pour comprendre toute la stack tout seul, et donc il n'y a aucune grammaire qui est donnée. Ouais. Ah oui, excuse-moi. Alors attends. Ya. Super question. Ouais, de ouf. Oh. Bah s'il n'y a pas d'autres questions. Hein? Oui. Je sais pas, là, j'ai pas d'idée là tout de suite, mais en fait, je pourrais te dire que, yes, ouais, c'est un peu basique, mais tu voudrais parser une string et avoir en fait une librairie qui rajoute peut-être des couleurs sur le terminal en précisant du red. Bah, tu pourrais du coup parser cette string, générer des tokens pour après du coup faire ce dont tu auras besoin. Donc, tu n'as pas besoin de créer un langage, mais tu as besoin de créer un parseur pour que ce soit optimal. Fini, du coup. Merci à tous.